Salut à tous, c'est Mangaka. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler des... Bah, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. On va parler des comparaisons entre les mangas. Les comparaisons de force, pour être plus précis. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Car si tu t'abonnes mais que tu mets pas la cloche, bah, c'est pas compliqué. Soit tu recevras pas mes notifs parce que t'es abonné à un milliard de youtubeurs comme moi. Soit tu recevras mes notifs, mais en dessous de plein de youtubeurs. Donc, tu verras pas mes vidéos. Et c'est chiant en fait, parce que tu vois, il y a que la moitié des gens qui regardent mes vidéos et puis ouais. Bref, n'oubliez pas aussi le petit pouce bleu qui fait plaisir. Si vous likez la vidéo, bah c'est super sympa, c'est-à-dire qu'elle vous aura plu. Donc on peut passer maintenant au sujet. Pour cette vidéo, nous allons prendre des mangas connus comme Dragon Ball, bah déjà parce que je fais ce que je veux et puis Dragon Ball c'est le sang quoi. Ensuite, on va prendre Naruto, on va prendre One Punch Man aussi. On va utiliser Seven Deadly Sins pour la comparaison justement, parce que pour vous montrer c'est quoi le problème d'une comparaison, il faut une comparaison. Et on va bien entendu prendre Dragon Ball Super également. Oui, je compte Dragon Ball Super séparément de Dragon Ball. Oula là là, le français. Vous comprendrez pourquoi. Parce que si vous voulez, l'échelle de puissance de Dragon Ball Super, bah, de toute façon je vais le faire maintenant. L'échelle de puissance de Dragon Ball Super est bien plus élevée que dans Dragon Ball, mais c'est infiniment moins montré en fait. Du coup c'est stupide. Et donc du coup j'en parlerai après. Je ne prendrai pas One Piece, désolé pour tous les fans de One Piece, parce que sans vous mentir, je me suis simplement arrêté au tome 5. Senseiya, car bah, il y a des persos méga cheatés dedans, mais c'est très rarement dans les, dans les comparaisons entre mangas, quoi. Et je prendrai pas Jojo. Bah, Jojo, si vous voulez, c'est compliqué, hein, parce qu'il y a des stands, certains stands de certaines parties, hein, que je ne nommerai pas, qui sont plus ou moins l'équivalent de Dieu, quoi, mais bah, on peut pas utiliser en fait. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et je ne prendrai pas non plus le manga Seiki Kuzuo, parce que bah, j'ai pas vu le manga, tout simplement. Apparemment, ce personnage a des pouvoirs plus que cheatés, hein. Le mec peut voyager dans le temps, il contrôle plus ou moins ce qu'il veut. Donc j'ai pas encore vu, mais apparemment il est méga fort. Donc je ne le prendrai pas dans les comparaisons, bah parce que j'ai pas vu, encore une fois. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour tout bien comprendre, avec mes explications foireuses, n'est-ce pas? Donc on peut commencer maintenant. Petit message du monteur qui est bah, toujours moi en fait. La vidéo risque d'être longue, donc Donc installez-vous confortablement, prenez quelque chose à manger, quelque chose à boire, et on perd pas de temps, let's go to the video. récemment j'étais sur un Discord Naruto et j'ai vu deux personnes débattre sur qui est le plus fort entre Naruto en mode Rikudo Senin et Son Goku Super Saiyan Blue. Si vous voulez. J'allais dire Super Saiyan God SSJ, mais ça remontait à 2015. Et donc, bah voilà. Donc, si vous voulez, j'ai vu ça et c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille et c'est ça qui m'a fait dire, bah, ce serait bien de faire une vidéo quand même. Parce que la comparaison comme ça, elle peut presque paraître bah, normale si vous voulez, mais en réalité, quand on se penche sur les détails des mangas respectifs, en fait, c'est totalement débile. Je précise tout de même que là, nous sommes déjà dans la comparaison. Je ne suis pas dans l'analyse de ce qui ne va pas. Là, je vais simplement faire une comparaison en donnant mon avis et ensuite je vais vous expliquer c'est quoi le problème de cette comparaison. Donc nous pouvons continuer. Nous allons remettre les choses entre guillemets dans leur contexte et repartir au début de Dragon Ball et au début de Naruto pour voir l'échelle de puissance entre guillemets des différents mangas. Donc on va commencer par Dragon Ball. Dans Dragon Ball et non Dragon Ball Z, lors du 21e Tenkaichi Budokai, Kame Sennin ou Tortue Géniale pour la VF si vous voulez, a affronté Goku en finale. Et ce dernier s'est transformé en gorille géant pendant un moment où il fixait trop longtemps la lune si vous voulez. Donc pour annuler la transformation et l'empêcher de se retransformer en gorille géant, Kame Sennin a décidé de lancer un Kamehameha sur la lune. Parce il avait compris que c'était la lune qui avait permis à Goku de se transformer. Et là, on arrive déjà à la première, démonstration de puissance dans Dragon Ball. Kame Sennin, d'une puissance de 139, depuis un terrain sur Terre, a lancé un Kamehameha qui a parcouru la distance Terre-Lune et qui a réussi à détruire la Lune. Alors je vous le dis déjà, là, juste avec cet exemple-là, on est déjà dans un niveau similaire à dans Naruto Shippuden. En gros, si vous voulez, ce que vient de faire Kame au tout début de Dragon Ball, c'est ce que pourront faire les personnages de Naruto dans Shippuden.
Mais continuons. Plus tard, lors du combat entre Sangoku et Vegeta, Vegeta décida de faire péter la planète parce que Goku lui a fait mal, entre autres. Ça l'a saoulé, il a voulu faire péter la planète. Donc Vegeta, avec une puissance de 18 000 unités, a menacé de faire péter la planète Terre. Alors, je ne dis pas que Kame Sennin n'aurait pas pu péter la planète Terre depuis avec sa puissance de base, mais ce qu'on sait, c'est qu'avec une puissance de 18 000 unités, on peut péter la planète Terre. Plus tard, lors du climax du Cell Game, Cell contre Gohan SSJ2 qui a perdu la moitié de sa puissance, je précise ça pour que vous compreniez, a menacé de faire péter tout le système solaire avec son Kamehameha. Donc, bon, vous l'imaginez bien, un simple Kamehameha ne peut pas faire péter tout le système solaire comme ça. Il visait sûrement le soleil pour tout faire péter. Je précise quand même, au cas où. Et Gohan, avec la moitié de sa puissance et avec de l'aide certes, a réussi à repousser ce Kamehameha. Un Kamehameha capable de détruire tout le système solaire. Vous le dites, c'est déjà énorme. Mais non, dans l'arc Majin Buu, Gohan, Goten et Piccolo absorbés, dans l'anime seulement je précise, a eu une crise de colère contre Végéto, et Végéto a dit lui-même que si Majin Buu continue à libérer autant de ki, ce dernier va faire exploser, va détruire tout l'univers. Bon, en formant un trou de verre et je sais plus quoi, mais ça c'était la VF. Mais en gros, il allait péter tout l'univers. Oui, j'ai laissé un blanc pour que vous compreniez bien là. Majin Buu, donc un être inférieur à Végéto qui est lui-même inférieur à Goku SSJ God, pouvait déjà menacer de détruire l'univers en libérant énormément de ki. Et c'est pour ça que j'ai préféré séparer Dragon Ball de Dragon Ball Super. Parce que dans Dragon Ball, il y a déjà assez de preuves que dans cet univers, les personnages ont une puissance totalement démesurée. J'ai pas pris l'exemple de Broly parce que c'est pas canon, mais Broly, apparemment, lors de sa jeunesse, a détruit la galaxie du Sud dans le film, 8. 7 ou 8, je sais plus. Broly avait pété une galaxie en étant jeune, en étant un simple Super Saiyan. Et j'ai donné tous ces exemples pour que vous puissiez comparer le Goku de chaque époque pour comparer si vous voulez. Donc pour Kame Sennin, ce serait le Goku du 23e Tenkaichi Budokai, donc contre Piccolo Junior, qui était plus puissant que son maître, mais qui avait une force ridicule de 416 unités. Par exemple, pour que vous puissiez comprendre. Et là, on va arrêter quelques secondes la comparaison entre Dragon Ball et Naruto, et on va faire la comparaison entre Seven Deadly Sins et Dragon Ball. Parce que les deux univers ont un système de puissance mesurée, si vous voulez. Et je pense que vous l'imaginez bien, les puissances dans Dragon Ball et les puissances de Seven Deadly Sins, c'est des chiffres logiques, mais c'est pas du tout à la même échelle. Vous imaginez bien que Meliodas en mode assaut, qui est à 142 000 unités, est bien loin du niveau de Goku Kaioken x2 face à Ginyu. Enfin, j'espère que vous l'imaginez en tout cas. Et ceux qui vont me parler du contre total, j'y reviens après. Maintenant que cette petite aparté est faite, nous allons pouvoir passer à Naruto. Et je rappelle avant de commencer que dans l'univers de Naruto, ce n'est pas Dragon Ball. C'est normal qu'au début de Naruto, donc dans toute la première partie, il n'y ait pas des démonstrations de puissance ahurissantes. C'est pas un manga à la Sensei ou à la Dragon Ball, où le but est de montrer sa puissance en détruisant un nombre de trucs hallucinants. À la base, c'était des combats entre ninjas, extrêmement bien réalisés, extrêmement stylés, mais c'était pas Dragon Ball. Maintenant que cette précision est faite, nous allons pouvoir commencer. Et donc pour Naruto, du coup, la première grosse démonstration de puissance n'arrive qu'à partir de l'arc, c'est-à-dire de l'arc d'Aidara, mais pas vraiment. À partir du combat entre Deidara et Sasuke. Lorsque Deidara utilise son art ultime et qu'il se fait sauter. Son art ultime fait littéralement tout péter à un rayon de 10 km. Dans un rayon de 10 km. 10 km, ça fait vraiment beaucoup. Même si c'est vrai que la contrepartie des techniques était quand même la mort. Donc 10 km d'accord, mais une fois quoi. Sauf en Edo Tensei, mais ça compte pas. Ensuite, on pourra noter la répulsion céleste de Nagato à pleine puissance qui est capable de raser tout le village de Konoha. Même si pareil, là également, il y a une sacrée contrepartie, c'est-à-dire que Nagato, du coup, devait utiliser les 6 corps de Pain, quoi. Et du coup, les 5 autres étaient totalement KO.
Pendant la Grande Guerre, on pourra noter le MVP, clairement. Madara, qui est capable de littéralement faire arriver 2 météorites sur la planète. Juste 2 météorites, c'est pas grand chose, hein. Le mec est trop fort, hein. Grâce à son endgame, bien entendu. Il était aussi capable, grâce à son Susanoo forme finale, de raser 4 montagnes d'un seul coup d'épée. Alors, je dis 4 montagnes parce que si vous voulez, je me réfère par rapport au manga où on voit combien de montagnes il détruit d'un coup. J'utiliserai aussi ce même référentiel entre guillemets pour les orbes des démons. Donc du coup, vu qu'on en parle, l'orbe du démon, je vais dire l'orbe démoniaque parce que je suis trop habitué à la VF, l'orbe du démon combiné de Kyuubi et de Hashibi, capable de détruire sur l'équivalent de 10 montagnes alignées, quoi. Ça veut pas dire qu'ils peuvent détruire que 10 montagnes grâce à l'orbe du démon, c'est-à-dire que il y a 10 on peut aligner 10 montagnes et tout ce qu'il y a aux alentours de ces 10 montagnes va péter, quoi. En gros, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Et donc du coup, celui de Jubi qui est capable de détruire l'équivalent de 12 montagnes alignées et sûrement 1 milliard en l'air. Et en plus à une distance monstrueuse. On pourra noter également que Jubi est capable de déclencher un cataclysme sur une zone de guerre littéralement. Ce qui est plus que puissant quand même. Toneri aussi, en mode chakra du Tensegan, capable de couper la lune en deux. Ça va aussi, enfin il coupe la lune en deux aisément, je vais te préciser, excusez-moi, parce que c'est un jeu d'enfant. Et il est également capable de faire se rapprocher la Terre et la Lune, enfin la Lune de la Terre surtout, enfin, à un point où la Lune serait capable de se cracher dessus, quoi. Ça va. Mais Madara faisait venir des météorites, Tonnerre lui fait venir la Lune carrément, au calme. Il y a aussi la sphère de vérité géante de Kaguya, capable de créer un chaos dans son monde, enfin dans sa dimension, pardon, capable de créer un chaos qui réduira tout à néant apparemment, d'après la définition de son orbe. Parce que dans Naruto Storm 4, quand on la voit exploser, ça fait une grosse explosion. Et on peut également noter une technique qui n'apparaît que dans Naruto Storm 4. Si je me souviens, c'est Cri tout puissant. Non, c'est Rikudo. Cri tout puissant, une technique combinée entre Naruto et Sasuke. Naruto utilise les deux Rasen Shuriken qu'il a utilisé contre Sasuke. Et Sasuke utilise la flèche d'Indra tout simplement. Mais en commun si vous voulez. Ce qui donne quasiment le même équivalent que pour Jubi. Ça crée un putain de cataclysme. Au calme. Maintenant que tout ça est dit, nous allons pouvoir reprendre la comparaison entre Naruto et Goku. Naruto Rikudo, je vous le dis d'avance, n'a même pas le niveau de Goku sur Namek. Je m'explique. Juste imaginez que Dragon Ball Super, Dragon Ball GT n'existe pas. On va même aller encore plus loin, imaginez que Dragon Ball s'arrête au 23e Tenkaichi Budokai. Goku contre Piccolo. Si on commence à comparer en n'ayant que cet élément-là, on se rend compte que Naruto et Goku ont subi une fin quasi similaire. Regardez, Kami, donc le dieu de la terre pour Dragon Ball, et Hagoromo, le dieu du monde shinobi. Non, on parle pas d'Hashirama cette fois. Ce sont tous deux des descendants d'extraterrestres, suffisamment bienveillants et puissants pour être les dieux de leur planète, donc la Terre dans les deux cas mais dans deux univers différents, et ayant soit donné une partie de leur force pour Hagoromo, soit entraîné le héros principal, donc Kami, pour que ce dernier puisse vaincre une personne qui leur est liée. Kaguya pour Hagoromo et Piccolo pour Kami. Ces deux personnes sont à chaque fois plus puissantes que la personne, donc le dieu entre guillemets, qui a entraîné ou donné sa puissance au héros. Car si ces dieux étaient suffisamment puissants pour les vaincre, ils n'auraient pas entraîné des mortels. Mortels, attention, je parle comme Zamasu. Alors, ils n'auraient pas eu à besoin. Ouh là là, j'ai du mal les gars, franchement. Donc je disais, ils n'auraient pas eu à entraîner ces mortels pour pouvoir les vaincre à leur place. Car Kami, s'il tuait Piccolo, il mourrait. Et donc il a essayé de l'enfermer du moins, il a participé au Tenkaichi Budokai sous l'apparence de Chen pour pouvoir enfermer Piccolo. Et il n'a malheureusement pas réussi car Piccolo était plus puissant. Il a donc légué l'avenir de la planète à Goku. Et Hagoromo ne pouvait plus céder sa mère et donc a laissé l'avenir de la planète à Naruto et Sasuke. Dans le cas de Naruto et Sasuke, Hagoromo est sûrement plus puissant qu'eux vu qu'il aura seulement cédé la moitié de sa puissance à chacun. Dans le cas de Kami, sachant qu'il a entraîné Goku
par Monsieur Popo si vous voulez, et que Goku a déjà plus ou moins le même niveau que Piccolo Daimao, donc l'équivalent de Kami, Goku est devenu plus puissant que ce dieu. Ce qui signifie que Goku est déjà plus puissant qu'un dieu, un Namek en soi, mais un dieu, à la fin de Dragon Ball. Et c'est d'ailleurs même pour ça que Kami avait demandé à Goku de devenir le prochain dieu. Même si Goku a refusé, mais ça c'est un autre détail, ça c'est Goku si vous voulez. Cependant, malgré tout ce que je viens de dire, je trouve tout de même que Naruto, en mode Rikudo, est quand même plus puissant que ce Goku-là. Parce que honnêtement, ce Naruto a hérité de la force, de la moitié de la puissance du Rikudo, mais également du pouvoir des 9 démons à queue. Ce qui n'est pas rien du tout, parce que s'il a reçu le pouvoir des 9 démons à queue, c'est quasiment comme si c'était le réceptacle de Jubi. Enfin, pour ça il aurait fallu qu'il reçoive la totalité des pouvoirs de chaque démon à queue, mais ce n'est pas le cas. Et c'est donc pour ça que j'estime plus ou moins que que Naruto en mode Rikudo, avec le mode ermite, tout ça, le pouvoir des démons à queue, a plus ou moins le même niveau que Goku en Kaioken x2 face à Vegeta. Donc avec la technique de Kaio, la gravité x10 et tout ça. D'ailleurs, je viens de penser à l'instant, la gravité. Lorsque Kaguya a téléporté tout le monde dans sa dimension avec la gravité augmentée. Bon, il ne me semblait pas qu'on sait à combien est augmentée la gravité dans cette dimension, mais on sait tout de même que Goku, lorsqu'il s'est entraîné chez Kaio, la gravité était augmentée de x10. Donc, son poids était multiplié par 10. Je vais vous le mettre au montage, le poids de Goku plus le x10. Quand il est parti s'entraîner pour Namek, il s'entraînait à une gravité x100. 100 fois supérieure à celle de la Terre. C'est énorme. Et après ça, là je prends Vegeta parce que c'est lui qu'on a vu s'entraîner dans la capsule à gravité. Dans la chambre à gravité, pardon. La gravité était augmentée de 300. Donc, lorsque tu peux te battre, du moins t'entraîner à une gravité aussi élevée, et que de l'autre côté, lorsque la gravité est augmentée, tu peux à peine te lever, c'est compliqué si vous voulez. Après, on pourra me dire, on ne sait pas à quel point la gravité dans la dimension de Kaguya était augmentée. Mais elle ne devait pas être si augmentée que ça, puisque même Kakashi Obito pouvait se déplacer. Et donc voilà, pour moi, Goku de l'arc Saiyan en Kaioken x2 a un niveau égal à celui de Naruto en mode Rikudo. Donc tous les Goku au-dessus ont une puissance bien supérieure. Et c'est là que je veux en venir. Dans les chaînes Power Level en général, on voit une augmentation de la force d'un personnage par rapport à ses transformations. Alors que le personnage, entre chaque transformation, s'entraîne. Et à chaque entraînement, gagne en puissance. Le Goku de Namek n'a rien à voir avec le Goku qui est revenu de chez Yardrat. Le Goku qui est mort lors du Cell Game n'a rien à voir avec le Goku de l'Arc-Bout. Et le Goku de l'Arc-Bout et celui de Battle of God, pareil. Et c'est exactement pareil pour Naruto. Le Naruto mode Rikudo de la quatrième grande guerre ninja est infiniment moins puissant que le Naruto de Boruto. Car celui-ci a beaucoup plus d'années d'expérience, il maîtrise mieux ce mode, il est beaucoup plus puissant. Et là on peut enfin en venir au titre de la vidéo, entre guillemets, c'est-à-dire la comparaison entre les mangas. Lorsqu'on aime un personnage et qu'on le compare à un autre personnage qu'on connaît forcément moins, nous allons forcément vouloir favoriser le personnage qu'on connaît. Et c'est ça le plus gros problème. Quand on compare deux univers, on compare deux univers différents. Alors que si par exemple, je vais prendre le cas de Naruto, si on compare deux personnes du même univers, par exemple Itachi et Nagato, pour savoir lequel est le plus puissant, on va se baser sur les capacités de chacun et les affrontements qu'ils ont menés pour savoir lequel des deux est le plus puissant. Et on peut essayer d'avoir un résultat plus ou moins cohérent. Même dans ce cas de figure, il y a toujours des divergences, car une personne va préférer que ce soit Itachi qui soit plus puissant que Nagato et inversement. Lorsque deux personnes ont un niveau plus ou moins similaire, même quand c'est dans le même univers, il y aura forcément des débats. Regardez ce débat stupide. Qui est le plus fort entre Kid Buu, donc Majin Buu Junsui, et Majin Buu Gohan Goten Piccolo absorbé? Eh bien, il y en a qui vont dire que Kid Buu est plus puissant. Alors, je ne vais pas dire que c'est faux,
même si c'est prouvé 1 milliard de fois dans le manga, je vais pas dire que c'est faux. Mais on ne peut pas dire que c'est vrai non plus, car il faudrait que ce soit l'auteur qui nous le dise. Car on pourra comparer à l'infini Végétaux et Gogeta, même si les deux sont censés avoir la même puissance. C'est bizarre quand même, hein. Depuis tout à l'heure je dis que je ne vais pas donner mon avis quand on va faire des comparaisons genre Kibu, Boan et Végétaux, Gogeta, mais j'ai l'impression que je le fais. C'est peut-être une impression, mais je le dirai en commentaire. On pourra les comparer à l'infini. Ce qui va dépendre de qui est le plus puissant entre l'un et l'autre, ça sera l'histoire. Mais ça, c'est seulement quand on compare le même univers. Quand on compare deux univers différents, on ne peut s'appuyer sur aucune preuve, à part si c'est les démonstrations que l'on voit ou qui sont écrites dans les mangas. Par exemple, si on veut comparer la vitesse entre Barta, donc l'un des persos qui se pensait être le plus rapide de l'univers, et Minato, et Freezer, par exemple, qui est plus puissant que lui, nous allons voir qui ils vont affronter. Et les démonstrations qu'ils vont nous donner lors de ces prestations. Par exemple, Barta, lorsqu'il a affronté Son Goku, il nous a montré, ça a été montré par l'auteur, qu'il se déplaçait réellement vite. Mais Goku se déplaçait plus vite que lui. Et c'était montré. Et par conséquent, on peut se douter que lorsque Goku a affronté Freezer avec une puissance supérieure avec laquelle il avait battu Barta, on peut largement imaginer que Freezer est plus rapide que Barta, car l'adversaire qu'il a affronté était plus rapide de base et plus puissant que Barta. Et ce même personnage a eu une évolution de puissance. Là, on passe à un autre problème lors des comparaisons. Ce problème, c'est les différences de règles. Les règles dans les univers sont différentes selon l'univers. Je m'explique. Dans l'univers de Dragon Ball, il y a des objets qu'on appelle les Dragon Ball justement, qui permettent d'exaucer des vœux, dont refaire revenir à la vie des personnes déjà mortes. Mais avec une certaine condition pour les Dragon Ball de la Terre. C'est-à-dire qu'une personne déjà morte ne pourra pas revenir à la vie. Dans Naruto, il existe un concept similaire. L'Edo Tensei, ou la réincarnation des morts en français si vous voulez, qui permet de refaire venir à la vie des morts, mais avec une condition par rapport au Dragon Ball. Cette condition, c'est d'avoir le corps de quelqu'un et d'avoir retrouvé le corps de la personne déjà morte. Et cette personne ramenée à la vie peut être contrôlée par le détenteur de l'Edo Tensei. Et la personne réincarnée, elle, peut revenir avec soit toute sa puissance, soit avec quasiment toute sa puissance, soit pas du tout avec toute sa puissance. Par exemple, Itachi, Nagato, j'imagine qu'ils ont été ramenés avec toute leur puissance. Tobirama, Hashirama, Hiruzen et Minato ont été ramenés avec quasiment toute leur puissance. Hashirama et Tobirama, lors du combat Orochimaru et Hiruzen dans Naruto, n'étaient pas revenus à la vie avec toute leur puissance. En plus d'être revenus à la vie avec leur capacité plus ou moins revenue à pleine puissance entre guillemets, ces derniers reviennent à la vie et sont immortels. Ils sont sous forme de quasi-zombies et ne peuvent pas mourir entre guillemets, car à chaque fois qu'ils vont mourir, eh bien, les papiers entre guillemets dans lesquels ils sont constitués vont revenir pour que ces derniers reviennent à la vie. Donc ils ne meurent pas à moins que celui qui ait invoqué l'Edo Tensei l'annule, ou que ce dernier soit scellé. Dans Dragon Ball, lorsqu'une personne revient à la vie, elle revient à la vie tout simplement, à l'endroit où elle est morte, et c'est tout. Si on prend le cas d'Itachi par exemple, il est revenu à la vie en Edo Tensei sans sa maladie. Alors que dans Dragon Ball par exemple, si la personne revient à la vie et qu'elle était malade, elle va conserver sa maladie. Et ce concept de faire revenir les morts à la vie est établi dans Dragon Ball et dans Naruto. Si on prend une autre œuvre, comme My Hero Academia par exemple, eh bien lorsqu'une personne meurt, elle meurt. À moins qu'il y ait une personne avec un alter qui permet de faire revenir à la vie une personne, la personne est morte définitivement. Et donc ces règles sont différentes selon l'univers dans lequel on se trouve. Et ces règles justement ne sont pas liées entre les univers. Par exemple, Flash de l'univers DC Comics, donc l'homme le plus rapide de cet univers, dans certains cas, peut courir à des vitesses folles grâce au principe de la force véloce. La force véloce est le pouvoir qui permet à chaque speedster, on les appelle comme ça dans cet univers, de pouvoir courir à une vitesse folle.
et de, s'ils vont suffisamment vite, voyager dans le temps, voire dépasser la vitesse de la téléportation. Eh bien, la force véloce est liée à l'univers DC Comics. Donc, lors d'un crossover entre DC Comics et Marvel Studios, si vous voulez, Flash s'est retrouvé dans un univers où la Speed Force n'existe pas. Donc, par conséquent, il ne pouvait plus utiliser ses pouvoirs. Et c'est le même problème dans les univers manga. Un pouvoir d'un univers, rien ne nous dit qu'il fonctionne dans un autre univers. Par exemple, Itachi Uchiwa peut utiliser Tsukuyomi pour torturer ses ennemis. Cependant, Tsukuyomi existe dans l'univers de Naruto. On ne sait pas s'il existe dans l'univers de My Hero Academia ou Seven Deadly Sins par exemple. Et il y a de fortes chances que le Mangekyou Sharingan n'existe pas tout court dans ces univers. Donc, si on suit la même logique que pour Flash, logiquement le Tsukuyomi ne fonctionnerait pas dans cet univers car ce Te n'existe pas. Mais encore une fois, nous ne sommes pas dans l'univers de Flash, donc même cette règle ne s'applique pas forcément aux univers manga. Et donc, ça serait aux auteurs, s'ils font affronter leurs personnages, de nous dire si oui ou non cela existe dans les deux univers, et donc c'est à eux de nous dire s'ils peuvent utiliser leur capacité spéciale contre les autres. Imaginez un univers où ces règles s'appliquent à tous les univers. Vous mettez Meliodas et Estarossa dans l'univers Naruto, Dragon Ball, Emacha, tout ce que vous voulez, et en face vous mettez tout l'univers. Et bien logiquement ces deux derniers, s'ils se combinent parfaitement ensemble, sont capables de gagner. Dans n'importe quel cas. Les attaques rapprochées seraient contrées par Estarossa avec son full counter, et les attaques de loin, genre un Kamehameha qui peut être considéré comme une attaque magique, pourquoi pas, ou un Rasengan seraient contrées par le contre de Meliodas. Pareil, Saitama a le pouvoir de one-shot absolument tout ce qu'il veut. Le problème, c'est que cette règle s'applique à son univers. Si elle s'applique à tous les univers, il bat n'importe qui. Si cette règle ne s'applique pas à tous les univers, eh bien, arrivé dans un autre univers, par exemple Dragon Ball, il essaierait de mettre un coup de poing à quelqu'un, et ce coup de poing n'aurait rien de spécial. Et encore une fois, Estarossa pourrait tout simplement contrer son coup de poing. Admettons que ce soit le coup de poing le plus puissant du monde, Estarossa aurait juste à le contrer. Et Saitama se mangerait l'équivalent de son coup de poing x2 dans la gueule. Pas compliqué, il est mort. Encore pareil, le contre total de Meliodas est capable de renvoyer les attaques magiques, j'ai envie de dire de rayon entre guillemets. En gros, c'est un sort, une technique magique tout simplement lancée, Meliodas peut le contrer. Du coup, je me dis, est-ce que le full counter de Meliodas fonctionnerait dans l'univers de Fairy Tail? Bon, c'est pas très pertinent, mais si ça fonctionne, pareil, il dominerait l'équivalent de tout l'univers Fairy Tail. Si on prend pas le pouvoir de l'amitié en compte. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu intégrer l'univers de JoJo's Bizarre Adventure dans cette vidéo, car imaginez que les règles soient partagées dans tous les univers, un certain Requiem, Gold Experience, serait littéralement capable de vaincre n'importe quel personnage se trouvant devant lui. Car le pouvoir de Gold Experience Requiem, attention spoil, je vous laisse 5 secondes pour partir, timecode. Bah c'est pas compliqué, Requiem pourrait tout simplement annuler n'importe quelle capacité de son adversaire. Et donc le vaincre, sans difficulté. Et puis même le concept de stand, même ce concept tout simple, il n'est peut-être pas partagé dans les autres univers. Admettons qu'un stand soit accepté dans n'importe quel univers, eh bien c'est pas compliqué, les détenteurs de stand pourraient frapper n'importe qui comme ils veulent, ces personnes ne sauraient pas qu'est-ce qui les attaque, et ne pourraient pas les combattre car seul un stand peut vaincre un stand. Troisième gros problème, les gens. Oui, tout simplement, vous et moi, nous sommes le plus gros problème, pas le plus gros en fait, mais l'un des plus gros problèmes dans la comparaison entre univers de manga. Premièrement, on compare des personnages qui n'ont pas le même but scénaristique de base. Prenons le cas de Nappa versus Madara. C'est un débat que j'ai vu récemment et que je ne comprends pas en fait. Quel était le but scénaristique de Nappa? Le but scénaristique de Nappa était de nous montrer la puissance et la violence des Saiyans. La première chose que fait Nappa en arrivant sur Terre, c'est d'exploser une ville. Et la deuxième chose que l'on note le plus chez Nappa, c'est qu'il a littéralement détruit tous les Z-Warriors.
Son but lorsqu'il les a affrontés tous en même temps, ce n'était pas de tous les tuer d'un coup, il voulait s'amuser et les humilier d'abord. Il aurait pu tous les tuer d'un coup, mais a préféré envoyer des Cybermen pour les tester. De plus, Nappa n'est que de passage dans l'anime, il n'est là que très peu d'épisodes dans l'anime et ou dans le manga. Le réel but de Nappa est de nous montrer à quel point les Z Warriors, malgré l'entraînement, étaient loin du niveau des Saiyans qui étaient venus les envahir. Car même ce dernier, après qu'il se soit fait battre par Sangoku, se fait achever par Vegeta d'une facilité déconcertante. Nappa n'est que le sous-fifre de Vegeta qui est lui-même le sous-fifre de Freezer. Là où au contraire Madara est censé être le boss de fin. Madara nous est montré comme un ninja légendaire qui a manipulé quasiment tous les antagonistes de l'histoire depuis le début. Si on enlève le cas Zetsu Noir et Kaguya bien entendu. Le but de Madara était simple, manipuler Obito pour qu'il manipule Nagato pour que ce dernier le fasse revenir à la vie, pour pouvoir procéder aux arcanes lunaires infinis. Et tout comme Nappa, Madara a été en mesure d'écraser la majorité des personnages secondaires d'une facilité déconcertante. À lui tout seul, il s'est fait une partie de l'armée de l'Alliance Ninja. À lui tout seul, il s'est fait Naruto et Sasuke. À lui tout seul, il a fait un 1v9 contre les 9 démons à queue. Et il les a vaincus. A utilisé la statue Gedo et est devenu l'égal de Rikudo. Tout comme Nappa au début, Madara nous est montré comme un adversaire surpuissant et quasiment imbattable. À la différence que Madara nous était montré comme l'antagoniste final, alors que Nappa nous était montré comme un antagoniste avant l'antagoniste final. Il avait, si vous voulez, le même rôle qu'Obito. Madara était là pour nous montrer que n'importe quels efforts faits ne servent à rien contre lui. Guy a ouvert la 8e porte. Il l'a affronté et a perdu quand même. Naruto et Sasuke ont eu les pouvoirs de Hagoromo et n'arrivaient tout de même pas à le battre. À un tel point que même Masashi Kishimoto, à un moment donné, ne savait même plus comment faire battre Madara. Et c'est pour ça que je dis que le problème, ce n'est pas la comparaison entre ces deux personnages, mais c'est nous, car ces deux personnages n'ont pas le même but scénaristique. Pour plus de détails sur ce cas qui est le problème entre les comparaisons de personnages, je vous invite à aller voir la vidéo de Riles. Il a fait une vidéo qui est le plus fort entre Itachi et Madara très récemment, qui est très très bien. Pas parce qu'il compare Itachi et Madara, mais il explique le problème de comparer ces deux personnages. Je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez aller la voir. Cette vidéo est très très bien construite et très très bien faite. Dernier problème et l'un des plus importants, la comparaison elle-même. Pourquoi comparer deux personnages de manga? Deux personnages que l'on apprécie, deux personnages qui n'ont rien à voir entre eux. Chaque personnage de chaque manga, de chaque univers différent, a sa logique, son écriture et sa compréhension. Venir les comparer après, c'est comme dire lequel d'un tel et d'un tel est le plus rapide, ou le ou la plus inutile, ou le ou la plus utile. C'est futile car aucun des personnages n'est fait pour avoir la même écriture. Savoir lequel de Goku ou de Saitama est le plus fort ne sert à rien à part nous conforter dans nos propres idées. Parce que truc tout bête, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Goku dans son propre univers dans Dragon Ball Super, combien de personnes sont plus fortes que lui? Donc sans spoiler le manga, actuellement on peut déjà compter un certain Book, je vous dis pas c'est qui, on peut toujours compter Beerus, car Goku ne maîtrise pas son Ultra Instinct, on peut compter Whis aussi. Et qui sait, ça se trouve, il va affronter des adversaires qui seront encore plus forts que lui, c'est le but de Dragon Ball, toujours se dépasser pour vaincre ce qui est plus fort que nous. Savoir qui est le plus fort entre un tel et un tel, ça ne sert à rien, surtout quand on compare deux personnages qui sont censés être des héros. Tu vas comparer Saitama et Goku, à part en match amical, il n'y a aucune raison raisonnable pour que ces deux-là s'affrontent. Le héros d'une œuvre est là pour illuminer son œuvre justement, pour nous montrer que même malgré toutes les ténèbres qu'il y a autour, il y a une lueur d'espoir. Comparer une lueur à une autre lueur ne fera qu'augmenter la lumière que transmettent ces personnages. Normalement, on aime un personnage pour son écriture, pour ses aventures, pour son passé même. Et pourquoi pas pour sa force aussi, pour sa badassitude, mais ça passe après. Sauf dans certains cas.
Donc pour clôturer cette vidéo qui finalement aura été pas mal longue, vous avez totalement le droit d'aimer un personnage, penser qu'il est plus fort qu'un autre, tant que vous le pensez et vous le gardez pour vous. Si vous voulez en discuter avec une personne, faites-le, discutez-en, mais dans le respect, respectez les personnages. Dire que un personnage éclate l'autre parce que ceci, parce que cela, c'est pas du respect. Le personnage a été écrit à une époque, à une période, a fait rêver des personnes. Dire que ce perso est nul, est à chier, patati patata, juste parce qu'il est moins fort qu'un autre personnage, c'est stupide. Il y a plein de gens qui ne respectent plus Sakura parce qu'elle est inutile. Je vais pas dire qu'elle a été créée pour être inutile, parce qu'il y a 2-3 moments où elle sert, un peu. Mais le personnage a une raison d'être dans l'histoire. Elle est là pour une certaine raison. Elle n'aurait pas été là, ça aurait été différent sur certains points. Certaines personnes se moquent de Krillin parce qu'il passe son temps à mourir apparemment. Mais à chaque fois que Krillin est mort, c'était pour que Goku puisse se dépasser et devenir plus puissant. Et à chaque fois Krillin est mort, pourquoi? Réfléchissez bien. Il est mort parce qu'il a voulu affronter le boss de fin de chaque arc, sauf dans Dragon Ball où il s'est fait tuer par Tambourine. À chaque fois, il savait qu'il avait aucune chance, mais il est quand même parti au front face au boss final, parce que Goku n'était pas encore là, ou alors Goku ne pouvait plus se battre. Que le personnage vous le trouviez inutile, pas assez fort, ou qu'il meure tout le temps, chaque personnage mérite le respect. Et il faut comparer ce qui est comparable. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je te remercie à toi, dernière personne qui est sur cette vidéo, parce que je sais très bien que la plupart des gens sont partis vers les 5-6 minutes. C'est terrible vu le temps que j'ai mis pour cette vidéo, mais c'est pas grave. Je sais que l'écriture est encore un peu bancale, je m'en rends compte, mais j'essaie de faire de mon mieux, et j'essaierai de m'améliorer pour les prochains épisodes. Ah, et la personne qui est encore là, dis-moi dans les commentaires si je bégayais plus, ou si je bégayais un peu moins que lors de ma vidéo sur le multiplicateur du Super Saiyan God, que tu peux aller voir d'ailleurs.